Salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode de l'édition limitée. On est ravis de vous retrouver. On est tous ensemble comme d'habitude. Le 5 majeur de l'édition limitée, Herbie, Jérémy, Sam, Bissot, messieurs, salut. Hello, comment Bon, allez-vous? ça va? Tout le monde va bien? Il force al canut. Top. Alors, on a un gros programme ce soir, assez costaud quand même. On va faire comme d'habitude, entrée, plat, dessert. La tendance, on va avoir un beau débat sur l'affaire de la famille Hébert, c'est-à-dire de Anne et son cher petit rejeton de Joe qui lui a coûté un job de 25 piges qu'elle a mis à avoir. Donc, on va parler de ça, du problème du resell, évidemment, si c'est toujours un problème pour vous. On va en discuter ensemble, on va débattre là-dessus. Et on va finir sur le dessert. Le dessert, cette fois-ci, ce sera vos collabs préférés, la marque des collabs que vous préférez, que vous cherchez à chaque fois et qui vous touche le plus. On va démarrer tout de suite, bien évidemment, avec la tendance du mois, le top, le flop, comme vous voulez, messieurs. On va démarrer avec toi, Jérémy. Dis-nous un petit peu ce que c'est. La tendance du mois, pour moi, elle est là. La petite Air Force One Kiss, pour moi, c'est le gros top du mois. Alors, il y a beaucoup de controverses autour de cette paire, notamment pour avoir un rendez-vous. Mais une fois le produit en main, moi, je le trouve plutôt réussi. Cette semelle jaunie, l'intérieur velvet. On relève que Nike a pu se passer d'écrire son nom et le remplacer par Kiss. Ils font pas ça chez tout le monde. Le petit souche François le Français, bleu, blanc, rouge. Faut avoir 4 lettres, quoi. Pardon? Faut avoir 4 lettres, quoi. C'est sûr que comme des garçons, ils pourront pas, ils tiendront Alors, pas sur l'arrière. exactement. Donc, du coup, voilà, très content d'avoir pu mettre la main dessus. Très content, par la même occasion, d'avoir pu faire un aller-retour à Paris Express pour pouvoir aller au shop qui est magnifique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, le jour où vous allez y aller, vous allez kiffer. Il est magnifique. Qui Voilà. sait même, je dirais. Le petit flop du mois, c'est pas vraiment un flop parce que c'est un flop personnel. C'est ce week-end, le All-Star Game, on a vu LeBron James arriver et avec une paire au pied qui était une Air Force One off-white, une jaune. Pour moi, la blanche était cool, la noire était cool, la bleue, ça commence à dériver, le jaune, c'est de trop. Et j'ai bien peur que la tendance de The 20 dont on a parlé la dernière fois soit lancée d'une bien piètre manière. Voilà. LeBron James qui a fait la une d'ailleurs cette semaine déjà pour cette Air Force One pour avoir été l'un des premiers à la montrer. Alors je ne sais pas si vous avez vu les arrivées au All-Star Game. Maintenant les gars ils arrivent sur un podium. C'est Bleacher Report Kicks qui les attend. Et en fait, ils arrivent et ils montrent chacun leurs pieds comme ça. Ils ont une caméra sur leurs pieds où ils montrent les kicks qu'ils portaient. Et LeBron qui va avoir aussi dans le cadre du programme que Herbie connaît certainement, le fameux programme LeBron Watch, il va avoir une paire d'Air Max 95, il me semble. Une paire d'Air Max 95, un pied jaune, un pied violet. Et sous la semelle, avec ses accomplissements et son palmarès, sur la bulle d'air. Donc, bon, voilà, LeBron à l'honneur, mais quand on a un contrat à vie, on fait un peu ce qu'on veut chez Nike, à mon avis. Et Herbie, c'est quoi ta tendance, toi? Alors moi, c'est la célébration des 30 ans du fameux magazine 5 majeurs. Donc à l'époque, le premier magazine sur le basket américain et pas la NBA. Donc ils ont fêté leurs 30 ans là au mois de mars. Donc j'ai un exemplaire qui m'a marqué, c'est les finales 2001, Sixers-Lakers, victoire des Lakers malgré le premier match remporté par les Sixers et le fameux move de Iverson au-dessus de Tyronn Lue qui lui marche au-dessus après lui avoir mis un panier sur la tête. Et aussi, ce qui m'a marqué dans tous les magazines 5 majeurs, c'est les pages de la fin avec toutes les pages de Sport USA, les vêtements qu'on pouvait acheter à l'époque à Châtelet et tout, c'était les pages que tout le monde s'arrachait. Donc là, End-One, Iverson et tout. Donc je trouve ça cool voilà, qu'un magazine français spécialisé dans le basketball et la NBA puisse fêter ses 30 ans malgré le Covid, etc. C'est un magazine qui perdure et qui fait du bon boulot selon moi. Et qu'on salue, on salue d'ailleurs nos partenaires de Rivers également, qui nous permettent de partager cette émission.
Rivers qui sort son nouveau MOOC qui est en préparation, le MOOC numéro 6, qui est un magnifique travail sur le thème, c'est More Than Ballers, c'est-à-dire tout ce qui se passe à côté du basketball et ce que font les joueurs et les acteurs du basketball américain et pas que, en dehors de leur passion et de leur qualité de joueurs, de dirigeants, etc. Un super MOOC qui est déjà en précommande sur le site de Rivers, donc il faut y aller. Et c'est marrant. Avec une très belle cover. Ouais, et c'est sympa de rendre hommage aussi à 5 majeurs, qui est un peu le tonton et le papa de toute cette presse basketball de qualité en France. La bande de Rivers, Bissot, toi, ta tendance? Pardon, la bande de Rivers, ça sans doute grandi avec 5 majeurs. Hein. Bien sûr. On a tous grandi avec 5 les majeurs. enfants de 5 majeurs. Je t'ai coupé, pardon. Bissot, on écoute ta tendance du mois. Moi, ce sera la URH OG. C'est 30 ans, sorti en 91. Pour la petite histoire, donc designée par Tinker Hatfield. Elle a failli ne pas voir le jour parce qu'en gros, Nike n'y croyait pas trop, parce qu'il l'a trouvé un peu trop flashy. C'est un directeur marketing, il me semble, qui y a cru, qui à l'époque a placé 5000 paires sur le marathon de New York. En 3 jours, elle a été vendue. Du coup, ils ont lancé une production, ils en ont vendu 250 000 en 1991. Voilà, et en même temps, mon flop, donc enfin un top et un flop, parce que je suis content que la Stussy soit ressortie, la Desert Oak, là. Mais le flop, c'est que je ne sais pas qui est responsable qualité chez Nike, mais des points de colle un peu partout. Enfin, franchement, à ce niveau-là, ils n'ont pas fait pour moi, ce n'est pas un top, quoi. Voilà. Le top, pour moi, c'est la manière. Tu es un magicien, quoi. Tu as sorti l'OG, et comme ça, et est revenu la Stussy, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'était préparé. Sam, moi, je vais faire un petit partage d'écran, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que je peux le faire, d'ailleurs? Non, je ne peux même pas le faire. Merde, il n'y a que toi qui peux le faire. Bon, tant pis. Moi, je voudrais parler de la Superstar, Adidas Superstar Bape, qui est sortie fin du mois au Japon et que je trouve très, très, très réussie, très intéressante. Je ne sais pas si tu peux nous la montrer, je vais te la chercher. Pierre. Je salue ça parce qu'en fait, je suis assez critique avec la marque aux 3 bandes et je trouve que là, ils ont réussi un très, très beau boulot. J'aime beaucoup. En fait, la chaussure, elle est un peu asymétrique avec d'un côté les 3 bandes, à l'intérieur le logo Bape avec l'étoile qu'on connaît et sur l'autre pied, c'est inversé. Il y a pas mal de détails de la marque qui sont sur la paire. On a une paire qui est très classique, hein, blanche, rayures noires, mais a priori une belle qualité. Donc, par rapport à ce que tu disais aussi, Bissot, c'est vrai qu'en ce moment, la qualité des produits peut laisser à désirer. Et je trouve que j'ai l'impression que les fans de sneakers font de plus en plus attention à ça, à la qualité des matières, de l'assemblage, du collage, etc. Et celle-ci semble de très belles factures, sachant que les Japonais sont une population très à cheval sur la qualité des produits, que ce soit en chaussures ou en textile. Donc, on imagine que cette perce est réussie. Pas d'infos sur la sortie en Europe pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra, certains fans de la marque aux 3 bandes ou de Bape pourront toucher cette jolie paire. Je me permets d'intervenir là-dessus. J'aime beaucoup l'autre coloris aussi qui est sorti au Japon, parce que là, du coup, on a vu la coloris classique et ils en ont sorti une camouflage avec beaucoup de références à tous les camouflages qui sont sortis de chez Bape. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune, etc. Et pour les fans de la marque, je pense que c'est une paire à avoir parce que vraiment, elle a un petit côté historique avec tous les coloris des camouflages Bape qui ont traversé les années. Voilà le camouflage. Ah, voilà, exactement. Moi, j'ai vraiment un côté amour-haine avec la Bape Star. J'ai jamais, je sais pas, ce côté, cette copie absolue de l'Air Force One, ça m'a toujours choqué un petit peu. Même sur le coloris College Dropout de Kanye, etc. J'ai jamais accroché. Moi, je t'avoue que la Daft Punk, il y a un moment où elle me faisait un peu de l'œil. Elle est extrêmement rare, sans paire monde. Et puis là, avec la séparation du groupe, la courbe était comme ça. Et là, ça fait ça. Hein. Ouais, là, tu la faisais de l'œil, mais là, tu fais tourner de l'œil, carrément. Ouais, ça restera un rêve. Ouais, là, tu deviens aveugle, hein, carrément. Moi, ma tendance du mois, c'est la bonne nouvelle du Air Max Day parce qu'il va y avoir
la Air Max 90 Bacon qui est de retour. Donc voilà, ça, moi, ça me fait kiffer. J'aime bien ces coloris, ce mélange de rouge, de rose, c'est plutôt sympa. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si elle sera fournie comme ça, mais en tout cas, les premiers visuels font qu'elle est sous vide pratiquement comme la viande. Et les lacets, pareil, sont carrément sous vide. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Ça, c'est mon top. Et mon flop, c'est que pour le Air Max Day, il y a l'Air Max 90 Bacon qui sort et que je ne l'aurai certainement pas. Et voilà, ça, c'est mon flop. Ça va déjà m'énerver. Ça va être ultra limité apparemment. Donc, pareil, moi, je la voudrais, mais je sens que ça va être hyper difficile à Ouais. choper. Voilà, donc je vous sors mon flop déjà d'avril. Ça va me fatiguer cette histoire. Ça fait Le le lit. flop, ça va être notre débat, évidemment. Herbie, Le flop de on n'a pas eu, Nike. on n'a pas eu, on a eu la tendance, Herbie? Oui, 5 majeurs. Ah oui, c'est vrai, pardon. Attentif. Ok. Ah, je suis rien, moi, ce soir. Bon, celui qui a, voilà, alors on va refaire une autre transition maintenant. Celui qui n'a pas bien suivi ce qui lui est arrivé, c'est le CEO de Nike qui vient de se manger plein buffet une affaire dont il se serait bien passé, mais on va en parler quand même. C'est cette affaire de Anne Hebert et de son fils Joe. On va on va recontextualiser l'histoire. Joe Hebert a une entreprise florissante de resell qui s'appelle West Coast. J'ai oublié la troisième lettre. Il y avait 3 lettres là-dedans. Donne une interview à Bloomberg, qui est donc un magazine d'économie qui fait un focus sur le business du resell et qui, ni plus ni moins, explique que c'est une valeur refuge en ce moment, la sneaker presque, d'investir là-dedans pour pouvoir gagner de l'argent et capitaliser. Seulement, le gamin qui a quand même 19 ans donne des documents pour montrer, etc., comment ça se passe. Pas très malin, il donne des feuilles dans lesquelles sort un numéro de téléphone qui est ni plus ni moins que celui de sa mère, qui est vice-présidente de Nike Amérique du Nord, c'est-à-dire le vaisseau mère, et qui, en plus, il s'avère que en cherchant un petit peu, il se retrouve avec le numéro de carte bleue de la mère qui aurait servi à acheter pour 136 000 $ de Yeezy. Donc, bon, c'est pas compliqué, hein, au moins on va chercher tout le monde. Le gamin, se rendant compte de l'histoire, demande à ce qu'on n'en parle pas, mais quand tu dis ça à un journaliste, forcément, lui, il va fouiner encore plus. Il s'avère qu'en 2018, Anne Hebert avait mis Nike au courant des activités de son fils pour dire il n'y a pas forcément collusion, etc. Seulement le gamin, lui, trop malin, qui dit qu'il était très connu, il avait une grosse cote parce qu'il donnait des infos, il avait des infos avant tout le monde, etc. Et est sorti la photo où il avait 3 paires de mags qu'il avait trouvé soi-disant dans un garage. Bon, bref, resell, backdoor, etc., collusion. La pauvre dame, 25 ans de boîte chez Nike pour arriver à ce poste-là qu'elle avait depuis le mois de mai 2020. Elle démissionne, enfin on lui a donné sa démission gentiment. Voilà, donc une histoire pas possible. Aujourd'hui, le CEO de Nike qui a été obligé, il s'est senti obligé de parler. On va en reparler tout à l'heure. Moi, la première question que je vous pose avant de rentrer dans un débat, quand vous avez lu ça, quoi vous avez pensé en premier? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous vous êtes dit, moi, ça ne m'étonne même pas? Ou est-ce que quand même, ça vous a frappé? Moi, j'ai une réaction, alors qui est pas la mienne, qui est d'un de mes potes, mais qui m'a fait assez sourire, qui disait, mais en fait, je comprends pas, le mec, il a déjà sa rhum qui est vice-présidente Amérique du Nord Nike, donc il doit avoir un salaire tout à fait confortable. Donc le gamin doit avoir un niveau de vie et un confort de vie tout à fait acceptable. Qu'est-ce qu'il va encore chercher à gagner de l'argent sur ce business du resell qui est en effet très, mais même peu importe. En gros, il s'est dit, mais pourquoi quoi? Je veux dire, il a déjà plein, il a déjà tout, il lui faut encore plus. Ce qui est un petit peu à l'image voilà, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'enrichissement sans cesse, la renommée, la fame, etc. J'ai trouvé ça assez drôle, un peu décalé comme remarque, mais un peu vrai aussi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de volonté de fame, hein, clairement. Parce que comme tu dis, le gamin, entre guillemets, n'avait besoin de rien, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de volonté d'être voilà, d'être glorieux, etc. Moi, personnellement, quand j'ai vu l'info, pas surpris. Surpris par certaines données de l'histoire, donc les montants astronomiques liés au Yeezy, etc. Mais après, honnêtement,
enfin, ce type de dérive, pour moi, arrive partout, à tous les niveaux. Et là, comme elle s'est fait attraper, ben, on la pointe du doigt, mais c'est clairement pas la première, ça sera clairement pas la dernière, c'est pas la seule, et pas que chez Nike, hein, partout, hein. Donc, franchement, pour moi, c'est un fait divers parmi tant d'autres. Mais et justement, c'est même ouf de dire que le CEO doit intervenir, alors qu'en fait, enfin, ouais, c'est pas la première ni la dernière, et c'est sûrement récurrent. Peut-être pas au niveau d'avoir un shop, etc., etc., mais le recel de produits en interne, ça arrive tous les jours, selon moi. Moi, ce qui m'a choqué, ben, il y a deux choses qui m'ont choqué. La première, c'est que tout le monde s'est jeté sur le gamin, là, en mode c'est un salaud, c'est un enculé, c'est ceci, cela. Mais perso, j'aurais fait la même chose. Bien sûr. Moi, j'aurais eu une maman qui travaille chez Nike, j'aurais eu la possibilité de récupérer des paires, mais je ferais exactement la même chose. La seule chose que je ne ferais pas, justement, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire donner une interview à un journaliste. Je serais resté en mode scred, en mode caché, quoi, pour faire mon business. Donc, Tu sais, pour avoir travaillé dans une marque comme Adidas, c'est assez ouf quand même. Parce qu'il y a vraiment une éthique, un code de conduite. Je veux dire, tu fais partie de l'entreprise, même si tu es un enfant d'entreprise. Et d'ailleurs, les parents, ils contrôlent ça. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, quoi. Que tu dois te retenir de faire. Parce que sinon, ça compromet bah, soit ta propre carrière, soit celle de tes proches, quoi. Donc, c'est quand même assez fou. Je me demande s'il aimait vraiment sa mère ou je sais pas si peut-être qu'il avait un. mais Non, mais visiblement, ça, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Excuse-moi rapidement, parce que moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est que justement, malgré cette éthique de marque, il y a quand même une réalité du terrain, tu vois. Quand tu travailles pour ce type de marque, tu as accès à tout, des fois gratuitement, etc. Et même pas que des fois, pour certains, tu vois, constamment et tout. Donc, honnêtement, personne ne peut me dire qu'en interne, tout le monde est clean, tu vois. Ça, c'est un truc, enfin, tu vois, même si on sait que voilà, il y a des codes à respecter, etc., mais dans la réalité, il y a des dérives à tous les niveaux, tu vois. Donc, comme. en plus, visiblement, pardon, je te coupe, visiblement, la mère a prévenu l'entreprise. Donc, si c'est vrai, en tout cas, Hmm. avec Nike que son fils faisait du resell, et visiblement, ce n'était pas un problème. Certes, il y a peut-être un problème d'éthique, mais ensuite, si quelque part l'entreprise l'accepte ou la mère qui est bien placée le fait accepter par la marque, après, c'est au fils de rester discret. Mais en tout cas, personnellement, moi, j'aurais fait la même chose. Et oui, ben moi, justement, moi, personnellement, pas que j'aurais fait la même chose et je ne cautionne pas. Mais en fait, je ne veux pas qu'on fasse comme si, oh, c'est un drame, etc. Alors que concrètement, on sait que ça arrive tous les jours, tu vois. Enfin, encore une fois, peut-être pas de ce niveau avec tous ces montants astronomiques, etc., tout le business derrière et tout. Mais en tout cas, en interne, il y a clairement des dérives liées à tous ces produits, etc., au quotidien, tu vois. Et pas que Alors, chez Nike, encore une fois. moi, pour rejoindre ce que dit Sam, dans ce genre d'entreprise, il y a des codes déontologiques, il y a de l'éthique, il y a pas mal de choses. Mais les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que le recel permet à ces marques-là de pouvoir augmenter la demande et de pouvoir augmenter les quantités et donc de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. En fait, ils ont. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre un peu de la part de Nike, c'est. Après, je pense que c'est aussi une question d'éthique, mais c'est pourquoi Nike, puisqu'on parle de Nike là, mais les autres marques aussi, pourquoi Nike aujourd'hui n'a toujours pas fait, même de manière informelle, sa propre plateforme de recel. C'est-à-dire que les mecs, Nike, savent qu'ils vendent des produits à 100 euros pour des Dunk, 180 euros, 190 euros pour des Jordan, des produits qui se vendent comme ça et qui se revendent derrière, sortis du magasin, à des fois 10 des fois en prix. Pour des dunks, on regarde la Ben Jerry's, etc. Alors, ce n'est pas tous les jours des fois 10, mais c'est régulièrement des fois 4, des fois 5. Et il y a une manne financière. En 2019, le marché du resell, c'était 6 milliards de dollars dans le monde. C'est juste énorme, 6 milliards de dollars. C'est-à-dire que Nike est capable de cautionner ça pour pouvoir se dire
Ça fait monter l'engouement auprès de notre marque, ça fait monter l'engouement auprès de nos produits. Mais nous, du coup, la grosse marge qui est entre les deux, on n'y touche pas parce qu'on gagne déjà assez d'oseille. Donc déjà, ça veut dire qu'une paire de Dunk qui te vendent 100 balles, ils doivent l'acheter 5 euros. Et encore, parce que ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup d'oseille. Et en plus de ça, ils regardent le marché de loin et ils rigolent. Donc déjà, ça sert à Nike et ça sert aux autres marques. Le marché du resell, c'est sûr et certain. Sinon, ils auraient déjà cherché à verrouiller beaucoup plus et à mener une guerre tambour battant à tous les resellers et à tout ce marché-là et à toutes les plateformes qui servent à faire ce marché-là. Alors, excuse-moi, je te coupe là-dessus, tu parlais d'éthique. Pour terminer sur cette histoire et sur le fait divers en lui-même, il s'avère qu'en cherchant un petit peu, ils se sont rendus compte que le fiston en question allait dans les outlets acheter des centaines de paires en premier, c'est-à-dire en sachant ce qui était déjà là, avec le code promo employé de sa mère. Donc, il y a quand même là une dérive qui est certaine, même si elle est ciblée encore une fois. Là, on parle d'un point qui nous amène au problème du resell, mais ce qu'on entend depuis le début, et on en a parlé tous en dehors avec nos potes, etc., c'est le resell, ça tue la culture sneaker. Moi, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. Est-ce qu'en 2021, la culture sneaker, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas ce qu'elle est justement grâce au resell? Parce que sinon, il n'y a pas de culture s'il n'y a pas ça. Parce que aujourd'hui, on s'en sert du resell. Alors, je vais vous poser la question qui tue tout à l'heure, mais on est tous les premiers à dire ouais, les gamins, ils veulent pas ceci, ils les portent pas, etc. Mais grâce à cette culture du resell, aujourd'hui, Bissot, il peut avoir une URH OG parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a une envie de URH, parce qu'il y a des petites quantités, on lui ressort le coloris OG. Il y a Sam l'autre jour qui nous a montré une trainer sur ce qu'il a chopé sur Vinted à peu de prix. On peut choper ce qu'on veut. Moi, j'ai chopé la Kiss New York. S'il n'y a pas StockX, j'ai jamais cette paire-là. J'ai jamais. Donc, on en profite, on l'alimente, mais elle nous aide aussi, cette culture sneaker. S'il n'y avait pas cette culture du resell, s'il n'y avait pas le resell, est-ce qu'on s'intéresserait autant à chaque sortie, à l'histoire de chaque modèle? Est-ce que Herbie nous ferait les mêmes papiers sur StockX, sur l'histoire de la Jordan 6, parce qu'il y a un engouement fou autour de la Carmine? C'est la question que je vous pose. Est-ce que notre culture à nous qu'on défend tout le temps, est-ce que c'est pas une chance pour elle, ce resell? Alors, je vais juste reprendre ce que j'étais en train de dire, juste revenir sur la petite histoire avant de répondre à ta question, Pierre. La petite histoire, donc en fait, Hébert, là, je ne me rappelle plus son prénom, Jeanne. Joe. Non, pas le fils, la mère. Anne. La mère était vice-présidente de Nike North USA et elle était en charge de l'appli sneaker. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est États-Unis et North America, 80% du stock de tout ce qui est vendu aux États-Unis, c'est vendu par le biais de l'application. 80%. Ce qui est énorme en soi, et ça comprend tout. Off-white, pas off-white, toutes tes collabs, etc. Donc, ce qui veut dire que déjà, le gamin, il avait des infos qui étaient juste folles. Pouvoir aller gratter à certains endroits au mois d'août pour fêter l'anniversaire de cette appli qui nous met la haine tous les jours, et notamment tous les jeudis, vendredis, samedis, le mec, il avait toutes les infos. Enfin bref. Et après, il n'a pas été malin. Moi, je trouve personnellement que ça ne m'a pas choqué, mais il n'a pas été malin en fait de se mettre autant en avant par respect par sa mère, en fait. Le mec, Mais voilà, mais c'est tout ce qui est choquant en fait. Parce que le reste, pour moi, le reste n'est pas choquant. On vit dans quel monde? on le sait très bien. Dans tous les milieux, ça se passe comme ça maintenant. À partir du moment où tu as quelqu'un, c'est du filon, on appelle ça du filon. Tu as quelqu'un qui est bien placé, hop, tu peux avoir un emploi par rapport à, parce que tu connais telle ou telle personne. Dans ce milieu, c'est exactement la même chose. Donc moi, le seul truc qui est choquant là-dedans, c'est que le jeune, il n'a pas été malin. Mais après, le reste, c'est du blabla. Quand on parle d'éthique dans telle ou telle entreprise, l'éthique, il n'y en a plus nulle part. Même chez nous, les politiques, enfin, au niveau de la politique, c'est la même chose, tu vois. Donc, moi, le seul truc choquant, c'est le fait que ce jeune n'ait pas été assez malin pour se taire, c'est tout, et faire son business. Exactement. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Alors, le resell et la culture sneaker, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'un vit grâce à l'autre et vice-versa aujourd'hui? En 2021, en tout cas, le confinement, ça a tout changé, à mon sens, au niveau du resell. C'est parti comme ça parce que les gens en avaient besoin de consommer. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
déjà, question simple, regardez l'édition limitée, est-ce qu'elle existerait aujourd'hui s'il n'y avait pas toute cette envie, cette demande, et cette demande, elle vient de cette culture resell. Alors, à votre avis, est-ce que cette fois-ci, le resell fait vraiment partie de la culture sneaker? Alors, je vais juste. Alors, je te passe devant, moi je termine et puis après je vous laisse parler. Le resell, ça a toujours existé. Le resell, c'est simple, ça a toujours existé. Je pense que dès les premières personnes qui ont commencé. Alors, je vais repartir. Dans les années 90, quand Jordan a commencé à ressortir les rétros, notamment la une c'est 93 ou 94, je ne sais plus, la une, parce qu'il y a tout le monde qui dit 94, mais je crois qu'elle est sortie en 93. 94, c'est même 95, je semble. Herbie, tu me corrigeras, mais je crois que c'est 95 la première, la une, et les trois, c'était 95. Donc, en partant de là, ils ont compris qu'il y avait de l'engouement pour des paires de chaussures qui étaient sorties dans le passé. Et c'est à partir de là où les gens ont commencé à se dire, vu que je ne l'ai pas eu à cette année-là, avant 85, je vais l'avoir maintenant. Et à partir de là, il y a commencé à avoir des gens qui se sont dit, moi je la veux, mais vu que je la veux, j'en veux une pour porter, une pour porter plus tard. Ils ont commencé à créer des stocks. Et du coup, ils s'en sont aperçus que du coup, ils n'allaient pas forcément la porter, qu'ils en avaient une neuve à la maison et que du coup, il y avait d'autres choses qui sortaient et que du coup, ils voulaient. Du coup, ils revendaient pour pouvoir acheter d'autres choses. Ça a commencé comme ça. Moi, quand j'ai commencé milieu des années 2000, vraiment à m'intéresser vraiment au basket. Avant, je faisais du skate, c'était juste de la consommation, mais à vraiment m'intéresser au basket. Il y avait déjà cette notion de recel, cette notion du j'ai loupé des paires de chaussures, j'en ai une, c'est bien, mais je vais essayer d'en avoir une autre pour pouvoir éventuellement soit l'échanger. On était plutôt dans l'échange ou dans le fait de se dire je la prends, je vais la revendre plus 50, plus 20. Il y avait cette notion d'entraide, mais il y avait aussi cette notion d'échange. C'était pas un marché qui était régulé. Là, sur les 10 dernières années, même moins sur les 5 dernières années, sur les 6 dernières années, maintenant on est en 2021, mais depuis 2014 ou 2015, depuis le passage de Kanye West chez Adidas et qui ont sorti la Yeezy, le marché il a commencé à s'enflammer. Pas dire à partir en live, parce qu'il a commencé à s'enflammer. Et on a commencé à avoir des plateformes arriver. Clect, Stocky. Attends, excuse-moi, je te coupe vite fait. En fait, à la période dont tu parles, pour moi, c'était des débrouillards, quoi. C'était pas des resellers. C'est-à-dire, tu vois, parce que pour moi, le reseller, il fait vraiment du business. Le débrouillard, c'était comme tu dis, pour se faire un billet, pouvoir s'acheter une autre paire, tu vois, c'était de la débrouillardise, en fait. Tout à fait. Mais, ceux qui ont commencé à se, entre guillemets, professionnaliser et à se dire, tiens, je vais en vendre, pour ne pas les citer, j'en connais quelques-uns, les mecs, ils ont fait le tour de la France. Ils se sont levés le derrière, ils ont fait le tour de la France, ils ont fait tous les Intersports, tous les Go Sports, des invendus, ils ont racheté, etc. Et ça a commencé un peu comme ça. Mais par contre, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur à partir du moment où Kanye West est arrivé chez Adidas et qu'il a dit Yeezy pour tous. Yeezy pour tous, avec un nouveau design, les gens ont commencé à capter que c'était des éditions limitées au tout début. On commençait à capter qu'il y avait beaucoup de com autour de ça, etc. Et du coup, depuis ce temps-là, le marché du resell a commencé à monter, du coup, parce que ça a fait rentrer beaucoup plus de personnes à l'intérieur du milieu. Et du coup, il a commencé à faire rentrer des acteurs, StockX, Clect, etc. Et aujourd'hui, on arrive sur un marché qui est régulé. On a une cote Argus. C'est simple, tu veux savoir comment elle se revend, tu vas sur StockX, tu vas sur Clect, tu regardes les cotes, tu regardes ce qui s'est vendu, tu regardes la courbe. Tu as déjà le prix de vente. Il y a même des paires aujourd'hui qui se vendent avant les releases, mais quelques mois avant. Les CD, les samples, les ceci, les cela. Pour répondre à ta question, Pierre, moi, je trouve que le resell, vu qu'il a toujours existé, aujourd'hui, la culture, elle en est là à cause et grâce à ça. Parce que du coup, aujourd'hui, grâce au resell, et pour moi, c'est vraiment le seul avantage que j'y trouve, hormis d'être frustré tous les jours de prendre des L parce qu'il y en a qui sont plus geeks que moi et parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas geek, tu n'arrives pas forcément à taper des paires. Voilà. Le seul avantage qu'il y a, c'est que demain, tu as envie tu trouves une Air Force One de déglingo, une Dunk, une Air Max One ou quoi, que tu n'as pas vu passer ou que tu n'as pas eu ou que tu étais trop jeune ou quoi. Et bien, grâce au marché du resell, tu vas pouvoir la trouver neuve ou en très bon état. S'il n'y avait pas eu ce marché, cette paire de chaussures, tu la trouveras probablement jamais ou à la décharge, poncée. L'outsole, il reste sur 3 cm, il reste 2 mm. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pourrais pas trouver. Grâce à ça, alors ouais, certes, la cote est plus haute en fonction de l'engouement, en fonction de la hype du modèle, etc. Mais grâce à ça, tu arrives à pouvoir trouver des modèles deadstock qui ont 15, 20, 30 ans, et même des modèles des années 70. Regarde Driss et Cyril, qui sont fans des running des années 70, des débuts de Nike, jusqu'à 2000.
Ils arrivent encore à trouver des paires neuves, etc. Et ça, c'est grâce au marché du resell et grâce aux passionnés. Il y a deux choses, le resell et les passionnés qui ont pu stocker des paires et qui aujourd'hui les revendent. En fatalité, ils font aussi du resell, même si c'est pour, entre guillemets, rendre service à certaines personnes, etc., parce qu'elles ont des prix aujourd'hui. Mais du coup, le marché du resell, pour moi, aujourd'hui, il me pollue la vie de par les dunks. Il me l'a pollué en 2020 parce que du coup, vu que je faisais mon truc de mon côté, mais après, c'est parce que aussi, je pense, j'ai pas envie de me surpasser pour pouvoir choper une paire. Tu vois, j'ai une vie à côté, j'ai pas que ça à faire. Donc, du coup, je fais ce que je juge nécessaire et quand je l'ai pas, ben, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Aujourd'hui, les gens qui veulent des paires de chaussures, voilà, ils se sortent les doigts de derrière et puis ils y vont et ils se bougent. Ça, j'ai eu un coup de chance énorme pour pouvoir avoir un rendez-vous. Mais si je n'avais pas pris mon billet de TGV à 150 balles l'aller-retour samedi, que je ne m'étais pas levé à 5h30 samedi pour prendre mon billet de TGV et revenir à 21h à Aix-en-Provence, je ne l'aurais pas eu. Tu vois. Donc aujourd'hui, le recel est là pour les feignants. Pour ceux qui veulent se lever le derrière, je pense qu'il y a quand même pas mal de paires qui peuvent atterrir entre les mains. Pas d'accord du tout. Je te laisse, Samir, après je vais intervenir aussi. Je suis vraiment, enfin, je suis un tout petit peu d'accord, mais je suis surtout pas d'accord. Le marché du resell aujourd'hui, il est effectivement énorme, avec des enjeux énormes, et il concerne des professionnels, des personnes qui, effectivement, se sortent les doigts, mais ils font pas que se sortir les doigts. C'est pas juste un matin c'est tout le temps. Ils ont aussi beaucoup de moyens pour pouvoir investir, pour pouvoir acheter des boats, puisque aujourd'hui ça se passe aussi surtout comme ça. Il y a même du resell sur les boats maintenant. Donc, on est vraiment, c'est un leurre d'imaginer qu'on pourra, enfin, que le mec qui effectivement met de l'énergie, se réveille, etc., il aura une paire. Non, il aura éventuellement une chance comme s'il avait joué au loto, mais il n'aura pas la paire rare. La paire rare, elle va tomber dans les mains des gens qui sont branchés backdoor, dans les mains de ceux qui ont un super boat, dans les mains de ceux qui savent naviguer justement dans ce milieu du resell. Et après, effectivement, comme tu dis, oui, on peut avoir n'importe quelle paire, mais n'importe quelle paire à quel prix, quoi? Moi, Exactement. je veux dire 250 €, 300 €, 400 €, 500 €, c'est pas le commun des mortels qui peut mettre cet argent-là, quoi, hein. Je vous rappelle, hein, si vous voulez, je vous redonne les revenus moyens des Français. Vous allez voir que 5 paires de chaussures, ça y est, c'est à ce prix-là, le mois d'un foyer, il est parti. Donc, non, non, attention, faut un peu remettre nous, on est excessivement dans ce milieu, dans ce monde, etc. Faut prendre un pas de recul pour se rendre compte de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est une énorme opération marketing. Le resell, c'est uniquement un moyen pour les marques, que les marques ont trouvé pour communiquer de façon vraiment compétitive et peu chère. Avant, ils allaient faire des campagnes de publicité, des campagnes TV, du Les magazine, événements. etc., des événements. Aujourd'hui, ils ont juste à créer une paire et à faire croire, parce que aussi il y a cette histoire, à faire croire qu'elle est en série limitée. Parce que je suis désolé, les espèces de fausses séries limitées que tu vois en effet au pied de énormément de gens, oui, au départ, on nous a dit que c'était une série limitée, mais au final, et surtout, il y a une stratégie de distribution qui fait qu'elle peut sembler en série limitée, mais au final, on la retrouve en effet sur les sites de revente dans des quantités impressionnantes. Donc, et surtout aussi, je trouve, je voudrais relativiser aussi ce que tu as dit, je trouve que ce phénomène de resell, qui effectivement, comme tu l'as dit, Pierre, aujourd'hui, il est inhérent au monde des sneakers. Sans lui, on n'aurait pas l'aura qu'a ce phénomène. Je veux dire, quand tu regardes les magazines mainstream, les médias qui parlent des sneakers, la plupart du temps, ils parlent de resell. Ils parlent d'un modèle qui se revend à tel prix, de la mag qui coûte 30 000, de la chaussure de Jordan qui coûte, je ne sais plus combien, 450 000, etc., etc. C'est ça qui les anime, et uniquement ça. Et le phénomène des collabs avec Travis Scott et autres. Donc, tout ça, si tu resserres ce phénomène, il n'est pas très grand. Il concerne quelques modèles, il concerne quelques personnes. Exactement ce dont j'aimerais Voilà, parler. et faut pas et pour l'instant, ça évidemment, la stratégie des marques, c'est d'utiliser ce phénomène-là pour que le haut de la pyramide dont on fait entre guillemets «partie», parle de ces paires-là, que Instagram, voilà, dégueule, j'ai envie de dire, de tout ça avec les tirages au sort, le phénomène des raffles, et cetera, pour qu'au final,
d'autres personnes que nous aillent chez Courir, chez Foot Locker, chez JD et achètent des produits en masse parce que c'est là que le chiffre d'affaires de ces marques-là se fait. C'est pas chez Starco ou chez Foot Patrol. Enfin, tu vois, donc, il faut pas oublier que c'est vraiment un énorme phénomène marketing. Moi, je voudrais rebondir sur l'histoire de Nike et du gamin et de sa mère. Je pense qu'ils ont quand même voulu réagir assez vite parce que nous, simples consommateurs, on galère déjà sur l'appli Sneakers. Effectivement, on se prend déjà des L. On se rend bien compte qu'on n'est pas dans les histoires de backdoor et qu'on n'a pas l'accès, machin, etc. Si en plus on voit qu'ils se servent tous, voilà, ils mettent tous bah, à un moment, il est possible que des consommateurs disent j'arrête, quoi, fini, c'est bon, le mouton, le dindon de la farce, ça sera plus moi, quoi. Donc il y a quand même ce risque-là. Toujours là, le dindon de la farce, il restera là, à mon avis. Yes. Mais donc oui, donc par rapport au resell, moi de mon côté, c'est que oui, le resell fait partie de la culture sneakers, ça c'est sûr. Mais en fait, moi je trouve qu'on en fait trop dans le sens où, comme disait justement Sam, et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais, on va dire, insister, c'est que ça ne concerne pas tous les modèles en fait. Moi qui justement, qui n'ai pas un grand consommateur de collab, par exemple, il y a 10 000 modèles que je peux encore acheter en magasin, tranquillement, au prix retail. La paire, elle sort samedi, je peux l'acheter le vendredi, 3 semaines après, parce que justement, ces modèles ne sont pas concernés par le resell. Donc au final, comme dit Sam, encore une fois, c'est que c'est vraiment un outil marketing que je ne dirais pas que les marques l'ont instauré, mais je pense que les marques, en fait, se sont rendues compte d'une opportunité avec sûrement la base du resell. Et du coup, depuis, ils nous sortent tout type de modèles qui va sûrement se revendre à des prix astronomiques. Mais à côté de ça, il y a plein de gens dont je fais partie qui achètent des paires encore tranquilles, des petits URH, je sais pas moi, n'importe quoi, des petites traîneurs qui coûtent 120 € en magasin, etc. Donc, on en fait beaucoup parce que les montants sont super élevés, mais au final, ça ne concerne pas du tout l'intégralité du monde de la sneakers. Et encore heureux, justement aussi, même des modèles, on va dire, très classiques, etc., sans hype, se retrouver à 300 € sur StockX, là, eh ben, ça aurait été problématique. Mais moi, là, je peux encore trouver plein de paires en magasin, enfin, ouais, sur toutes les plateformes, à des prix retail, toutes les pointures, full size-run, etc., sans problème. Donc, le resell, pour moi, c'est qu'on en fait beaucoup par rapport aux montants qui sont impliqués, mais au final, ce n'est pas la définition de la culture sneakers en 2021. C'est une partie, voire une niche. Et en plus de ça, enfin, moi, personnellement, c'est très rare et vraiment rare que je prenne des paires au resell, enfin, à des prix super élevés, quoi. Parce que justement, étant dans les baskets depuis très longtemps, pour moi, ça n'a même pas de sens. Et même ayant un minimum de connaissance de la valeur de l'argent, je ne vais pas me dire qu'une paire qui a un coût de revient de 5 voire 10 €, je me retrouve à la payer 500 € pour la mettre une fois à Paris, on me l'écrase et c'est fini, quoi. Donc voilà pour moi. Il faut venir en province. C'est en province, Exactement. Alors justement, c'est intéressant de parler de province. Depuis cette histoire de resell, alors entre autres, hein, mais je rejoins Herbie là-dessus. Jérémy, il a un point de vue qui lui est propre parce que malheureusement, le resell, c'est une malédiction pour lui. C'est un aficionados de la dunk absolue. Et pour lui, c'est devenu pratiquement, contrairement à, on va dire, à Sam, peut-être toi et moi, Herbie, qui sommes plus basketball, et en effet, on va aller choper une Jordan 30, des choses dont les gens se foutent peut-être, mais pour quelqu'un comme Jérémy, qui lui est à fond sur les dunks, etc., enfin, c'est une plaie d'Égypte, cette histoire. C'est-à-dire, c'est impossible d'avoir le moins de coloris où il y a 4 ans, tout le monde s'en foutait éperdument. C'est un crève-cœur. Maintenant, moi, je me rends compte du phénomène resell parce que, et j'imagine que, alors Sam et moi, on n'est pas dans le coup sur cette histoire-là, mais toi, Orbi, toi, Jérémy, toi, Bissot, est-ce que vous êtes posé la question quand même, quand vous l'avez eu, cette Air Force One Kiss? Je suis sûr que vous vous êtes posé la question. Combien ça coûte? Combien je la revends? Vous êtes posé cette question à un moment donné ou pas du tout? Franchement, moi, je ne me suis pas posé la question parce que je la voulais pour la porter.
Et pour revenir à ce que disait Herbie, je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que le resell, ça concerne une certaine partie de la population sneakers, voire nous-mêmes de temps en temps. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter au resell, mais une simple paire que j'ai chopée à 150 ou 200 euros, qui en valait peut-être, que j'ai payé plus 50 euros, tu vois. Mais je pense que le phénomène resell fait partie de la culture sneakers. Il arrange beaucoup de monde, que ce soit dans le secteur économique ou les gens lambda comme toi et moi. Donc, tant qu'il y aura du monde pour acheter à des prix astronomiques, eh ben, ils seront toujours là et puis ça fera partie du business, quoi, tout simplement. Alors, Mais je t'avoue que concernant la Kiss, je reviens dessus, je ne me suis pas demandé combien elle pouvait valoir, quoi. De toute façon, le prix il vient à toi puisque tout le monde en parle sur les réseaux. oui, mais Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que le prix, franchement, tout le monde le connaissait. Et moi, personnellement, enfin, moi, je marche beaucoup à l'affect. J'aime un produit, je vais essayer de l'avoir. Si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, tant pis, tu vois. Et je passe à autre chose, quoi. de toute façon, il y a tellement de sorties qui arrivent, c'est une certitude. Mais je rebondis sur ce que disait, par contre, Sam, sur le fait venez en province. Euh, il y a un autre phénomène qui est terrible depuis ben, on va dire, cette explosion du resell et de StockX qui est coté des milliards maintenant en bourse pratiquement. C'est la mort programmée des shops qui ont, alors pas le tiers zéro, évidemment, mais qui ont les comptes, ce qu'on appelle neighborhood, c'est-à-dire d'avoir le pack Air Force One Popcorn qui sort la semaine prochaine, d'avoir 20 paires de la University Blue, d'avoir 50 paires de la Jordan 3 Animal et quelques pieds de quelques Yeezy, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le resell, tout ça. comment? Pour moi, ça n'a rien à voir avec le resell. Oui, mais Nike a clairement dit on n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Ces paires-là, dans tous les cas, elles sont sur notre appli. On s'est rendu compte pendant le confinement qu'on les vendait, elles partaient comme ça. Elles se revendent 3 fois plus cher et notre buzz, il est là. Finalement, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à vous les vendre? Vous allez nous les acheter 50 balles, on va faire 40 de marge, alors qu'on pourrait faire le double de marge. Et du coup, il y a plein de shops où Nike arrive en disant c'est terminé. Ils ont gardé Opium, même Shinzo, je crois, se fait dégager. Ils ont gardé leur appli, Opium, Paris, le Sneaker Pass. Grâce à Dieu, c'est pour Paris, c'est super. Mais il va y avoir un shop à Lyon, je crois, et le reste, terminé. Terminé. Il n'y a plus dans le sud, il n'y a plus rien. Et je vous parle de shops qui ont plus de 30 ans, 35 ans, et on le voit aux États-Unis aussi. Il y a plein de petits magasins new-yorkais à qui on sucre leur compte. On sucre leur compte parce qu'on n'a plus besoin d'eux. On s'est rendu compte, grâce à ça, à ces phénomènes-là, plus besoin. Donc, c'est très bien tout ça, mais où on va pouvoir profiter de notre passion après? En effet, ce sera du tout venant et on chopera des choses sympas, mais fini de pouvoir attraper dans un petit magasin sympa, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, de se dire, tiens, je vais me prendre une 6 Carmine. Non, terminé, fini. C'est assez fou parce qu'en plus, comme tu le dis, c'est des magasins qui ont 10, 20, 30 ans d'ancienneté, qui ont toujours travaillé pour avoir les meilleures relations avec Nike, qui ont fait des efforts dans tous les sens pour préserver ces comptes-là, enfin ce relationnel-là. Et Nike, ça ne change rien du tout. En effet, ils dégradent les comptes qui n'ont plus accès aux produits auxquels ils pouvaient avoir accès avant. Et petit à petit, ils ont de moins en moins d'accès à ces produits mais c'est pareil, ces produits-là, ça ne fait pas non plus le chiffre de ces magasins. Mais par contre, ça crée l'aura, ça crée la notoriété, ça crée l'envie, l'image de marque, etc. Ouais. Donc après, moi, je pense que ces magasins, ils pourront, enfin certains réussiront à trouver ailleurs leur valeur ajoutée. Mais c'est vrai que c'est assez dur. Moi, pour avoir travaillé chez Novoid Plus à Aix, en fait, la Novoid Plus, quand ils se sont mis à vendre Nike, c'est un peu… À cette époque-là, c'était un peu la même chose pour tout le monde, sauf pour Colette. Mais sinon, c'est la même chose pour Opium. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Mounir raconter cette histoire, comme quoi il a Marc Parker un jour qui passe dans le magasin
en passage à Paris et il rentre dans le magasin et il voit le musée qu'ils avaient fait avec des paires. Je ne sais plus quelle année c'était, je crois que c'était 2003, 2004, quelque chose comme ça. 2003, il me semble. Voilà, 2003. Et du coup, Mark Parker, il reste un peu beaucoup surpris de voir que ce magasin, ce retailer ne vend pas de Nike, mais par contre, il a un musée quasiment entièrement dédié à tous ces modèles des années 70, 80, 90. Et du coup, Opium vend Nike grâce à Mark Parker qui leur a dit mais ce magasin-là, il faut absolument qu'on vende Nike. No Void Plus a été un peu la même histoire. C'est Nike qui les a approchés pour être vendus dans leur magasin. Ça a été la même chose pour The Next Door, il me semble. Enfin, ça a été la même chose pour pas mal de shops qui étaient là sur ces années-là. Et sauf que, en fait, la différence avec aujourd'hui, c'est que ces marques-là, alors on parle de Nike, mais c'est pareil pour Adidas. Après, Reebok, c'est une histoire un peu différente et les autres marques, je ne connais pas trop. Mais pour ces deux grosses marques-là, ces deux marques leaders sur le marché, à l'époque, c'était géré nationalement, voire même les pays étaient vraiment divisés en quatre. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, par exemple, Nike, c'était Nike France. Le siège était, je ne sais plus où. Saint-Ouen-l'Aumône. Pardon? À Saint-Ouen-l'Aumône, non? Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Et du coup, ils avaient une équipe France qui était beaucoup plus dense. Et au fur et à mesure que les gens soient partis, ils ont fermé l'entonnoir pour aujourd'hui être à Amsterdam. Et du coup, ce siège-là gère toute l'Europe. Donc en fait, ils fonctionnent, ils ont recentré leur volonté en fonctionnant par ville clé. Ils appellent ça les Key City. Et du coup, des Key City, Aix-en-Provence n'est pas une Key City, donc à terme, il n'y aura plus de Nike là-bas. Certainement, Nine qui fait un taf de ouf en termes de communication avec mon pote Arnaud qui est à la clé. Nice n'est pas une Key City, donc à terme, ça va fermer. Marseille non plus, hein, c'est une certitude. Ouais, non, voilà. Mais Marseille, du coup, Marseille, un peu plus grande ville. On a la réputation de se défendre pour être la deuxième plus grande ville de France avec Lyon. Donc, du coup, tu vois, on reste quand même des capitales. Bordeaux, Lyon, Marseille. Voilà, c'est quelques villes avec Paris qui réussiront à survivre. Mais à terme, il ne faut pas se leurrer. Dans moins de 10 ans, il restera 4, 5 doors. Voilà, 4-5 magasins qui vendront du Nike et ils auront. Magasins non Nike, parce que des magasins Nike qui s'en ouvrent, il y a bientôt un magasin Nike. Des indépendants qui resteront là, enfin des retailers indépendants qui garderont la marque, qui auront le droit de garder la marque en vente. Mais après, le reste, ça sera tout chez eux, quoi. Parce que l'appli Sneakers and Stuff, c'est une seconde appli Sneakers, hein, c'est hallucinant. Je suis soufflé à chaque fois. Il y a tout. Que ce soit Nike, Adidas, New Balance et tout. Sur Sneakers and Stuff, c'est caverne d'Alibaba toutes les semaines, quoi. Ouais, ils ont eu le nez d'en sortir et puis, les mecs, ils sont à New York, ils sont à Paris, ils sont partout. Je pense qu'ils arrivent, quand ils arrivent chez eux, les achats, Nike, ils voient surtout ça, quoi. Bon, c'est un vaste sujet qu'on a, je pense, bien couvert, mais c'est vrai que quand on va dans toutes les conventions de sneakers, on rencontre. C'est ça, moi, qui me rassure aussi, parce que quand on va dans ces conventions de sneakers où il n'y a que des resellers, qui ne vendent sur leurs étals que les mêmes modèles, hein, il y a des Yeezy, des Shun, maintenant des Dunk Ben & Jerry's, etc. Mais quand même, les gens qui gravitent autour de ça, moi, je trouve, sont dans l'ensemble vraiment passionnés. Et même si peu de choses s'achètent, d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. C'est quoi le max que vous mettez dans une paire en resell? C'est-à-dire une paire qui vaut, on va dire, 150. C'est quoi le max que vous rajoutez? 50, le double, 100? Tu multiplies par 7? Maximum. 250, c'est le prix psychologique. Combien? 250, prix psychologique. Que la paire vaille 100 balles, une Dunk ou 190 €, une Jordan 4, 250, tu dépasses pas. Moi, c'est pareil. C'est le montant max que j'ai mis. Et c'est arrivé peu de fois. C'est 250. Franchement, après, au-dessus, je me dis, même 250, je trouve ça cher par principe. Mais au-dessus, je me dis que c'est vraiment trop, quoi. Moi, j'ai acheté une seule fois en resell à un prix supérieur au prix retail. Et je l'ai fait sur Vinted grâce à mon porte-monnaie Vinted. C'est-à-dire que j'avais… non, mais vraiment. Économisé. J'avais vendu pas mal de choses. Et donc, sur Vinted, il y a le système de porte-monnaie. Mon porte-monnaie s'est retrouvé bien garni. Et par hasard, l'été dernier,
je suis tombé sur mon Graal sur Vinted à un prix très élevé, mais qui restait avantageux par rapport justement au cours du marché et à sa cote sur StockX. Et donc, voilà, j'ai fait un gros craquage. Je peux dire, ça a duré. Le gars me l'a réservé et tout. J'ai mis, je sais plus d'une semaine à l'acheter. C'est-à-dire à me dire, je vais mettre cette somme-là, quoi. C'était quoi? Et la somme en question, c'est 450. 450 pour la Air Max, Air Max Day, Air Max One, Air Max Day de 2014, qui cotait, quand j'ai regardé, elle était autour de 1000 sur StockX. Donc, je me disais que je faisais une affaire. Et puis surtout, c'était ma paire ultime, quoi. Et d'ailleurs, depuis, j'ai quasiment plus acheté, ou alors des petites choses sur Vinted que je retape. Et auparavant, je n'avais jamais acheté au resell. J'ai toujours acheté au retail. Et toi, Bissot? Écoute, moi, je dirais peut-être plus 50 ou voire ne pas dépasser les 200-250 euros, comme disait Jérém, je crois. Mais de manière générale, je privilégie les trades. Donc, par exemple, ma Easy Tan, là, ça a été un trade contre une Wotherspoon. Donc, moi, c'est un truc que je privilégie, c'est-à-dire l'humain, pouvoir rencontrer les gens, pouvoir échanger une paire, en parler. C'est beaucoup plus intéressant que de mettre 200, 300, 400, 500 euros dans une paire comme ça. Et voilà, ça reste une paire de chaussures, en fait. Moi, je suis resté, enfin, j'ai beaucoup communiqué avec le gars qui m'a vendu la paire. On a discuté pendant une semaine. Le gars était super cool. Voilà. Il vendait une grosse partie de sa collection pour aller s'acheter justement ses Graal à lui, qui était encore un niveau beaucoup bien au-dessus. Et le gars était très cool. Je sais exactement toute l'histoire de la chaussure, pourquoi il l'avait acheté, etc. Enfin, ça a créé une relation hyper sympa. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui me paraît intéressant, justement. Moi, je vais faire grincer des dents, mais la paire la plus chère que j'ai achetée, c'est grâce à un porte-monnaie Vinted. Mais Vinted n'existait pas encore. J'ai vendu, c'était une époque donc, pour les gens qui ne connaissent pas trop, dans les années 2010, j'étais un gros fan de Max One. Et j'ai eu Burgundy, Patapara, Amsterdam, Atmos Elephant Print, la première en 2007, etc. J'en ai eu quelques-unes et c'était l'époque où la Max One, il commençait à faire le shape. Vous savez qu'il s'est pris un mur, le shape comme ça, là. Et du coup, je voyais des Max One portés partout parce que je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, ça se vendait beaucoup. Et j'avais de plus en plus de mal à en porter. Et du coup, je me suis mis à les vendre. Et le plus gros billet que j'ai mis de toute ma vie, mais j'ai rien sorti de ma poche. En fait, c'est uniquement de l'argent que j'ai récupéré grâce au paire que j'ai vendu, c'est 1000 balles dans une Yeezy 2 Wolf Grey Nike, du coup. Voilà. 1000 balles. Ça, entre guillemets, elle m'a rien coûté, c'est juste de la revente, mais ça m'a fait mal aux fesses d'envoyer un PayPal de 1000 balles. Surtout que quand je l'ai reçue, elle n'était même pas double boxée, c'était juste emballé dans du journal. J'ai serré les fesses, mais elle est arrivée indemne, la boîte était indemne, et fatalité, je l'ai vendue une semaine après parce qu'elle était trop grande. Moi, je respecte, mais pour le principe, même avec tu vois, en ayant économisé ou en ayant vendu des paires, mettre 1000 euros, enfin même 500 euros moi, dans une paire, c'est pas pareil. Je pense comme toi. Il y a 10 ans, les gars, c'était il y a plus de 10 ans. Oui, mais je ne juge pas, parce que Exactement, pareil, c'est pas un jugement, mais c'est juste que voilà, moi, c'est impossible. Non, mais avec le recul, je me dis que j'aurais mieux fait de garder mes Max One, je vous le dis vraiment, parce que aujourd'hui, quand je vois des prix, aujourd'hui 250, mais c'est vraiment, si je mets plus, j'étais prêt à mettre plus, parce que l'histoire pour la Kiss est assez dingue. C'est-à-dire que j'ai su que j'allais la voir la veille pour le lendemain, et c'était une semaine après la release. Je la kiffe tellement, la paire. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, moi je la trouve banale et tout. Ouais, mais moi l'objet, le storytelling qu'il y a derrière, une Air Force One, François le Français, enfin il y a plein de choses qui m'auront fait cliquer. J'étais prêt à l'acheter. J'aurais attendu. Parce qu'au moment où je suis allé acheter la mienne, elle était à 600. Et aujourd'hui, il y a des mecs sur Vinted, juste parce que je les mets en favori, ils me proposent des 430 euros. Donc déjà, le prix, il a vachement baissé. J'aurais jamais mis plus de 300, 350. Mais c'est des rares paires pour lesquelles je suis prêt à mettre plus que mon prix psychologique de 250. Sinon, jamais je dépasse 250. Les mecs qui me proposent des dunks à 450 euros aujourd'hui, je dis, mais les gars, redescendez les GR, la qualité, elle est plus que moyenne, on reste souple, quoi. Moi, la paire la plus chère que j'ai achetée, je me suis fait avoir comme un touriste.
C'est le T'as cas dit de- ouais. Je suis à Flight Club en 2014 et je viens d'avoir 40 piges et j'arrive à Flight Club à New York, tu vois. Et la veille, écoute bien, la veille, je vois, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce modèle, la Jordan 1, la première Jordan 1 SB, Ouais. un peu noir et pétrole, là, vous voyez. Ok. C'est dégueulasse, mais bon, ça, je le sais. Donc, je la vois chez au shop Flight Air là, qui venait de sortir, qui venait de faire avec, je ne sais plus quelle franchise, Food District ou Ah, Foot Action, Action. près du MSG, Foot Action, juste à côté Madison Square de Garden. Macy's. Voilà. Ouais, voilà. Juste contre Macy's. Donc, je vais là-bas, je la vois, elle est magnifique, il n'y a pas ma taille, elle venait de sortir, et le lendemain, je la vois à Flight Club. Écoute, je la vois, elle est à 375 $. Je fais comme Sam, c'est-à-dire je reste une semaine à New York, tous les jours, je passe devant Flight Club et je vais la voir. Je l'essaye en 3 tailles différentes pour être sûr, machin. Puis je me dis, écoute, les gars, c'est mes 40 ans, tant pis, je me fais plaisir, j'étais avec des potes. Sauf que quand tu arrives à la caisse, les 375 $, mon pote, ils se transforment en 480 Il y a la à TVA. cause des taxes. Sauf que la boîte, la nana, enfin le gars, il te l'a déjà mis dans le sac. Il t'a mis les autocollants genre Flight Club Champion, machin, que toi tu crois que c'est la Silver Cross, tu te balades avec pendant une semaine. Et le type qui te tend le sac, parce que moi évidemment, la chaussure d'un coup elle sort à 480 $. Je dis, mais je vais lui dire non, je suis désolé, non, là c'est trop. Sauf que le gars en face de moi, Herbie, écoute, le type c'était Joel Embiid physiquement. Tu vois. Le mec il faisait 2,13, 143 kilos, et il me dit, pardon. Bon, alors du coup, je l'achète, donc je la mets, je la porte. Vraiment, c'est pas une belle qualité, mais bon. Et à chaque fois que maintenant, je garde cette boîte, je veux pas revendre. Parce que je me dis, il faut que je la garde. Et à chaque fois que j'ouvre mon placard, je vois cette putain d'étiquette où il y a marqué 375 $. Et à chaque fois, je te jure que ça me calme. Vraiment, ça me fait un effet, une décharge. À chaque fois que je la vois, cette paire, je me dis non. Et je suis comme vous, moi, je ne mets pas plus de 230. Voilà. En fait, je me dis, moi, ma limite, c'est de me dire, si je l'avais vue dans un magasin à ce prix-là, est-ce que je l'aurais prise? Tu vois, par exemple, la Dunk Elephant Print que tu as eu, on a eu ce débat sur l'Elephant Print dessus. Je l'ai touché sur Vinted 180, mais si j'avais pu la choper au retail 180, je l'avais vue en shop, je l'aurais prise. Voilà, je l'aurais prise à ce prix-là. Mais je ne l'aurais pas prise à 230, par exemple. Ouais, c'est certaines paires, c'est un prix psychologique maximum. Moi, 250, mais déjà quand ça dépasse les 200, à la limite, les 200, 210, déjà ça commence un peu à m'embêter. Après, Ah, mais 200, les gars, là, vous êtes en train. Parce que si tu achètes, je sais pas, 15 paires au resell, où à chaque fois tu mets juste 30 balles de plus, au final, ça fait le prix de ma paire, que moi j'en ai acheté qu'une, quoi. en plus c'est vrai, on parle de sommes comme ça, on est prêt psychologiquement, mais ce qu'il faut dire aux gens qui vont nous regarder là, c'est que c'est une par mois. Et encore. Et encore, ouais. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est Et beaucoup encore, moins. Mais ouais, ouais. Ouais, ouais, au resell, on achète beaucoup moins, je pense. Et Ah, c'est pas tous les mois. Sam, tu parlais justement du prix du salaire moyen français. Oui, on est d'accord que ça représente pour certains quasiment 20% du salaire du mois, ou pas loin des 20% de salaire du mois, et on n'est pas là à se dire qu'il faut acheter ça tous les jours. Moi, aujourd'hui, je me permets, hein, je fais mon auto-promo. Aujourd'hui, j'ai fait un post sur Instagram avec une petite description où je mets l'essentiel. À la base, la sneaker, c'est quoi? À la base, la sneaker, c'est une passion, c'est un objet qui nous fait kiffer. Et grâce à cet objet, on voyage, on rencontre des gens. Nous tous là, nous 5. Enfin, moi, du coup, vous 4, je vous connais par rapport à la basket. Si la basket, elle n'était pas là, on ne se connaîtrait pas. Je pense que dans la rue, on se croiserait, même pas, on se dirait bonjour. Alors qu'aujourd'hui, on se lie d'amitié, on se voit pour les lives. Bon, Sam, pas trop, parce que du coup, Non, voilà. moi, je n'avais pas dit bonjour avec sa chemise hawaïenne. Ouais, bonjour, ça se met la reine, mais du coup, on s'envoie des messages. Bisson, on s'appelle. Herbie, on s'envoie des messages. Pierrot, on se croise des fois dans la rue et on s'envoie des messages aussi. Sam, bon, voilà. Hein. Non, mais hey, par contre, je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, c'est vrai, j'arrête les gens dans la rue. Quand je vois un mec qui passe avec une jolie paire de baskets, je l'aborde. C'est-à-dire que cette passion, elle permet de casser toutes les barrières. Alors moi, je suis pas trop timide, mais ouais, quand je vois un mec, je lui cours après, je dis, attends, c'est quoi ces chaussures-là? Elles sont jolies, non?
Et le mec, il fait, ah ouais, effectivement, j'aime bien aussi, machin. Et on discute. Et après, Et tu lui bah, rachètes sa paire. et moi, j'ai rencontré, j'ai rencontré plein de gens comme ça à Strasbourg dans la rue, parce que le gars, je le croise, il a une paire de R180 OG. Je fais, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et on discute, et de fil en aiguille, on se rend compte qu'on a la même passion, quoi. Bon, alors, cette passion qui nous dévore, elle nous a bien amené dans notre plat principal, mais on va peut-être passer au dessert. Et justement, sur des paires qui codent beaucoup en resell, on va parler des fameuses collabs. Et moi, j'aimerais avoir votre avis rapidement sur quel est pas le modèle ou la collab, mais la marque ou le créateur avec lesquels que vous suivez à chaque fois, qui vous touche. Que ce soit, bon, on sait je pense là maintenant avoir compris qu'on ne va pas parler d'Off-White, mais voilà, moi j'aimerais bien savoir, Bissot, toi, tu as la collaboration favorite, c'est-à-dire le designer qui te touche le plus, à chaque fois tu te dis, ça m'intéresse. Ben écoute, moi, ce serait Atmos. J'ai hésité avec Pata, donc je suppose qu'il y aura peut-être des gens pour Pata ici, mais Hirofumi Kojima, donc alias Koji, pour moi, c'est un designer de génie, quoi. Donc, Atmos, je suppose que tout le monde connaît ici. Ben, c'est quoi? C'est le pack Viotech, Safari, il y a quoi? Le Elephant. Enfin, ce sont des imprimés, des coloris qui sont cultes. La de Camo. Enfin voilà, il a une vibe particulière à la japonaise qui me plaît énormément. Et pour moi, c'est the designer, quoi, en termes de sneakers. Donc Atmos, magasin à la base japonais. Aujourd'hui, il y en a un petit peu à travers le monde, mais gros magasin japonais qui a commencé à faire des collabs avec Nike début des années 2000. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Au cas où. C'est vrai que j'aurais dû le préciser, qui a fait des collabs, donc surtout avec Nike, mais aussi avec New Balance, avec toutes les marques qui existent, hein, donc soit Fila, enfin toutes les marques. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de voir une sortie Atmos à Tokyo, justement. Le fameux pack Wheel of Nike. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce pack où il y avait une 95, une 90 et une Air Max One avec toutes les boîtes Avec les boîtes dessinées de chaussures. dessus. Et en fait, je suis allé là-bas, je me suis mis dans la queue et le vendeur est gentiment venu m'éconduire parce il y avait un code couleur. Enfin, en fait, il fallait porter une Air Max animale pour pouvoir intégrer la raffle dans le magasin. Ça, c'est la première chose. Et tu ne repartais qu'avec la paire au pied. Tu n'avais pas le droit de repartir avec la paire que tu avais. Tu étais obligé de la porter. Chez qui ça? C'est qui ce Japon? Chez Atmos à Tokyo. Donc, tu étais obligé de la porter. Bon, alors je vous explique, le Japon, par terre, c'est tellement propre que même si tu la portes une semaine, ta paire, elle est nickel, hein, elle est propre, elle est neuve encore. Mais c'était assez étonnant, c'était un autre délire, hein, franchement. Moi aussi, pour la petite expérience avec Atmos, c'est rien de fou, hein, mais la dernière fois que je suis à New York, c'était en 2019, et j'ai eu la chance d'être à New York pour la release de la Air Max de Light. Et juste pour le kiff, parce que la paire de chaussures en soi, aujourd'hui, elle n'a pas de cote, elle n'a pas de hype, etc. Mais j'adore la porter, les couleurs sont cool. Et j'ai mis mon petit réveil le matin, le vendredi, et je suis allé à Atmos à Harlem. Harlem. Et j'ai fait mon petit pop-out de 10 minutes avec, j'étais le seul blanc, que des mecs de 12 mètres 50 qui faisaient 140 kilos autour de moi, c'était bien marrant. Mais du coup, voilà, je suis entré, puis le shop était tout aux couleurs de la paire, il y avait des mannequins de fou, l'équipe était vraiment sympa. Voilà, j'ai cliqué ma paire à New York juste pour dire que je l'ai acheté chez Atmos. C'était vraiment cool, c'était une bonne expérience. Herbie, toi, ta collab? Alors moi, franchement, de base, je suis pas trop. Enfin, il y a plein de collabs que je trouve cool, mais je suis pas, on va dire, un aficionado des collabs. Par contre, il y a un artiste qui bosse souvent avec Nike et consultant pour eux, c'est DJ Clark Kent, qui fait souvent avec eux des Nike Bespoke. Donc en fait, Bespoke, c'est le programme de personnalisation de Nike, mais qui est plus premium que le Nike ID/Nike by You. Et le Bespoke, il est aux États-Unis, précisément à 21 Mercer à New York, en Asie également. Il l'avait testé il y a longtemps à Paris et je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Et du coup, en fait, c'est un programme où tu peux vraiment modifier les couleurs, mais également les inscriptions, les matières, mais tu peux vraiment mettre, en fait, enfin, tu peux clairement t'amuser sur la paire. Et lui, ben, c'est un truc qu'il fait souvent avec Nike. Et j'apprécie particulièrement ses Air Force Low, ses Air Force High, des Air Max One. Et il a également fait aussi tout un pack 112
qui a pour couleur principalement du gris très foncé en daim avec un peu de vert néon. Et en fait, le pack, au final, il a sorti enfin Indian Family. Donc, il a offert, entre autres, il avait fait une LeBron 7, une LeBron 8. Donc, il a offert à LeBron que LeBron a porté sur le terrain. Il a fait une Air Max One, 112. Il a fait une Dunk SB. Donc, en fait, j'aime vraiment tout le taf qu'il fait avec Nike en tant que consultant et avec tout le département Nike Bespoke. Donc, voilà, je dirais pas une collab, on va dire classique, mais un consultant régulier qui fait le taf avec Nike. Ouais. Jérém? Moi, j'en ai deux. J'ai un artiste et une marque. L'artiste, il y a surtout eu des collabs avec Nike, c'est Cause. À chaque fois, moi, j'ai trouvé ça super carré. Air Force, Jordan, Air Max 90, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a fait une Current en 90 et il a fait une classique. La Current, elle est noire avec les deux croix en lime, en espèce de citron vert. Et sur la classique toute blanche avec la même couleur de couture. La Jordan 4, il a fait la black et la grise qui aujourd'hui s'envolent au niveau des tarifs. Il a fait la Air Force pareil, toute noire avec le même coloris. Enfin, moi, je trouve à chaque fois son taf, il n'en a pas fait beaucoup, mais à chaque fois, ça marche super bien. Et la marque où je trouve que même quand ça marche pas, je trouve quand même que c'est cool, c'est Stussy, les gars. Stussy, URH Lite, Spiridon Cage 2, Kukini, Dunk, tout marche. Tout marche. Mais tout n'est pas forcément beau, hein, franchement. Pas forcément très beau. Par exemple, les dernières Kukini, les dernières Kukini qui sont sorties, elles sont pas folles. Mais par contre, moi, je trouve que le code couleur à chaque fois, ça marche. L'histoire derrière, ça marche. Les Air Max 95 qui sont sortis, là, il y avait la noire, la bleue et la kaki. Moi, je trouve que ça marche. Enfin, à chaque fois qu'ils font quelque chose, que la hype soit là ou pas, ça marche et puis ça fait sold out, quoi. Enfin, sold out. Là, la URH, il y a certains endroits où il en reste quand même pas mal. Mais peut-être parce que c'était pas le bon timing pour la ressortir. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai pu la cliquer retail sans problème. Mais oui, tu disais les Air Force. Moi, la beige, je l'ai vue pour la première fois en vrai chez Larry samedi quand je suis monté. Elle est fantastique. Enfin, moi, personnellement, c'est mes goûts, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est une question de goût. Moi, pour moi, ça manque de travail, quoi. À chaque fois, c'est l'espèce de S qui est placé, et puis voilà, c'est tout, basta. Chose qui arrive avec Atmos aussi, hein. Mais ceci, je sais pas, je trouve que il y a eu des paires intéressantes comme la URH, comme la Spiridon, mais mis à part ça, je suis pas super emballé, personnellement. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'aime beaucoup les collabs Undefeated, moi, personnellement. Ouais, j'ai hésité à le dire aussi, mais les collabs Undefeated avec la 4, bon, les 97, l'année dernière, c'était un peu. C'est moyen. Non, moi, c'est plus tout ce qui est basketball, entre autres les Kobe. Franchement, il a fait, ouais, les Kobe montantes, là. C'est lesquels? Kobe 2, non? Kobe One, ouais. avec un modèle, avec une version camo. Il avait aussi repris toutes les Kobe 4 ou 6. Il y a un pack avec la Kobe 5 qui est sorti l'année dernière. C'est la 5? Non, c'est la 4, tu as raison. C'est la 4. Le pack What If, c'est la 4. Donc, ouais, franchement, j'aime beaucoup ce que fait Undefeated avec le basketball. Sam? Eh ben, je rebondis sur ce que dit Herbie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ok. la casquette, c'est Undefeated. C'est une marque que j'aime bien. Aussi par un de leurs logos qui est ces petits traits barrés là, qui me plaît pas mal. Mais c'est pas cette collab, enfin en tout cas ce magasin que j'ai choisi. J'ai aussi choisi un magasin qui est le magasin Foot Patrol. C'est un magasin enfin les collabs qui sont faites avec ce magasin m'ont toujours plu. Elles sont toujours assez sobres, assez classiques, passe-partout. J'en ai une juste ici. Alors, elle a pas mal servi. C'était une campus qui était assez simple, mais avec voilà, il y avait les bandes à l'intérieur qui étaient un peu en poil. Et voilà, je l'avais touché d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mises. Et il y a aussi une Urachi Light qui me fait de l'œil. Je voyais qu'elle était encore de mes favoris sur Vinted, qui était sortie à 500 exemplaires. Comment? La grise, ouais.
La grise, ouais, elle est pas mal. Hein. Et puis, reparler de ce magasin qui est né donc à Londres en Exactement. 2002, qui a fermé en 2008, qui a réouvert. Et puis aujourd'hui, ils font partie du groupe JD. Donc, c'est vraiment là encore le top de la pyramide dans le groupe JD. C'est pour ça qu'on trouve un magasin Foot Patrol à Paris. Et en plus, j'aime beaucoup le directeur de ce magasin qui s'appelle Clément Molton, alias Clems, Super gars. qui est voilà, un super mec. Et pour dire aussi qu'un des fondateurs de cette enseigne Foot Patrol s'appelle Fraser Cook et qui en fait a été débauché par Nike à l'époque où en fait il avait fait visiter Londres aux gens de Nike quand ils étaient venus et en fait ils ont tellement kiffé qu'ils l'ont pris et il est à la base de énormément de collaborations justement de Nike. La plupart des collabs passent par lui. C'est un peu lui qui valide la collab. Donc c'est un personnage assez intéressant aussi qui est à la base d'énormément de collaborations entre Nike et des designers et autres. Donc voilà, moi c'est Foot Patrol, j'aime bien leur logo et plein de choses. Ouais, et puis je tiens à signaler qu'à chaque fois qu'il faut une collab, il y a toujours un beau storytelling derrière. Moi, je ne suis pas un très très grand fan de Puma, j'ai quelques paires. Je passe le salut à Nico du site de la sneaker qui est un gros fan. Mais là, par contre, la dernière collab qu'ils ont fait avec Puma, d'ailleurs, c'est la dernière collab, je crois, qu'ils ont faite sur la Suède, limitée à 100 ou 150 exemplaires, je crois, quelque chose comme ça, ou 250, je ne sais plus, pas beaucoup. Numéroté au talon avec des poils sur des matières premium et tout. À chaque fois qu'ils font le taf, c'est super cool. Moi, ma préférée, c'est la Gel Saga de chez ASICS, que je trouve vraiment très belle. 2012. Ouais. Mais oui. Non. Moi, j'ai deux Ouais, deux Pierre, marques. c'est quoi Ouais, alors je vais te dire, parce que ça t'intéresse. Ouais, Moi c'est une marque, alors c'est une marque je trouve que New Balance fait un gros travail sur les collabs. Ils ont fait très très mal l'an dernier. À tel point quand maintenant on voit des collabs sur New Balance, on reconnaît, par exemple Casablanca. Je trouve vraiment beau sur la 327, à tel point que maintenant ils ont lancé la 327 comme une balle. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait aussi avec Aimé Léon d'Or. Je trouvais ça magnifique, notamment sur des modèles qui ne sont pas faciles à porter. La 827 qui n'est pas facile, la 500 qui est quand même une grosse datshu pas possible, mais que je trouve superbe. La 550, elle se porte. Hein. 550, ouais. Et là, ils font 1300 là bientôt. Ouais, mais je trouve que c'est superbe. Alors, ça se revend à des prix pas possibles. Et puis sinon, moi, ma collab préférée, mais alors c'est ni une marque ni un designer, c'est un événement. Et Herbie va me suivre. 54. C'est le Quai 54, bien sûr, parce que je trouve que chaque année, voilà, il y a une exigence. On sent que j'aime l'héritage entre la France, l'Afrique, assumé, archi assumé. C'est sans concession, ils font exactement ce qu'ils veulent. À chaque fois, il y a une édition Friends and Family qui fait rêver. Il y a du textile qui fait rêver. Mais voilà, moi, sur une paire de sneakers, le logo du Quai, j'en ai rarement vu des vraiment ratés. Il y en a des moins belles que d'autres. Mais là, il n'y a pas longtemps, on en reparle de vintage, j'ai chopé la 13 Low. Voilà. Incroyable. Super. La 6, tu l'as dit. Les 30 ans. Herbie, tu l'as dit il n'y a pas longtemps. La 6 de cette année, c'est une des plus réussies. La 5, évidemment, voilà, il y a quand même de belles choses. Et je trouve que ça fait partie du Quai maintenant, la sortie avec Jordan. Donc, j'ai voulu le dire, mais je me suis dit, bon, vu que je suis le seul Parisien, si je le dis, on va dire que mon avis est biaisé. Mais non, mais franchement, ouais, non, honnêtement, moi, pareil, je suis vraiment impressionné en fait chaque année par les modèles et pas que les paires, hein, même aussi la collection apparel et même aussi, enfin moi qui suis un vrai kiffeur de basketball, même les ballons, tu vois. Chaque année, je suis en kiff sur les ballons de l'événement parce que ouais, je trouve qu'il y a, l'an dernier était incroyable. Il y a un vrai taf qui est fait et franchement, ça fait vraiment plaisir de se dire que ça vient de chez nous, quoi. Donc, avant de conclure, juste parallèle. Ah merde, il m'a grillé là. Après, je te rends la parole, Sam. Ils en ont fait qu'une. Il y en a peut-être une deuxième en préparation, mais je tiens juste à saluer Opium et Nike sur la 180 qui est sortie en 2005. Ça a été le début de beaucoup de choses. Le taf a été fait et très bien. La paire aujourd'hui, malheureusement, n'est plus beaucoup portable, mais la paire est magnifique et très cocorico pour le coup. Mais la paire, elle est folle. Puis Opium, ils ont fait une collab avec le Coq Sportif aussi. Ils en ont fait d'autres. Et à chaque fois, c'est super bien taffé. Ils en ont fait pas beaucoup, mais par contre, j'adore le taf. Et ce qui est fort avec Opium, c'est qu'ils ont fait la collab 2 ans après avoir obtenu le compte, ce qui est ouf en fait.
Le compte, ils l'ont en 2003, ils font la collab en 2005. Donc, Ouais, puis il y a un pack avec un windrunner limité, etc. Enfin, il y a tout qui a été fait vraiment. Bah, peut-être une surprise de chez eux, puisqu'ils ont 20 ans cette année. ouais, Donc, 20 ans. Mounir a dit a dévoilé dans certains lives qu'il y avait peut-être quelque chose en préparation. On attend de voir. voilà. Ouais, juste comme on parlait des collabs, moi, je suis un fan de bouquins. Donc, j'en ai quelques-uns qui parlent de collabs. Alors, celui-là, c'est un classique qui recense énormément de collaborations. Il y a celui-là aussi, Ah qui oui, est, de Elisabeth. Elisabeth Semelma, qui est vraiment très, très fort. Il y a évidemment celui qui sort tous les ans de All Michael Gone. Dupuis, le All Gone, qui reprend toutes les collaborations qui ont été faites, la plupart des collaborations qui ont été faites dans l'année. Et un autre un peu moins connu, mais que j'en profite parce qu'il est vraiment cool, Très bien celui-là. qui raconte les histoires avec les personnes justement qui font des collabs avec des marques de sneakers. Apple Sneakers, justement. Ouais, Messieurs, Voilà. merci beaucoup. On a fait une belle émission. On a parlé de plein de choses. On a eu de bons débats, de bonnes choses à écouter. On n'a pas parlé de mid et de high cette fois-ci, mais on en aura d'autres, je suis sûr. En tout cas, merci beaucoup. On vous rappelle qu'on est sur YouTube, sur la page de Corner Street, qu'on est également sur l'Instagram de Reverse et que vous nous trouvez sur Deezer, Spotify, iTunes. Il y a quoi encore? Il y a plein de trucs. Il y a TuneIn. Bref, on est sur toutes les plateformes pour nous écouter en podcast, dans le métro ou en balade, en courant ou sur vos vélos. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. On se dit au mois prochain. Avec Yes. plaisir. Voilà. Bonne Ciao, les soirée à tous. Merci les gars. Rendez-vous pris.